Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce nouveau webinaire. Je suis Valentin Derry, responsable des partenariats CGP au sein de Crédit Mutuel IM et je suis accompagné de Charlotte Peron. Bonjour Charlotte. Bonjour Valentin. Alors aujourd'hui nous avons décidé de parler de l'or et de la thématique du secteur aurifère en compagnie de Charlotte évidemment, qui est l'experte maison de ce secteur, mais aussi gérante du fonds CMCIC Global Gold chez Crédit Mutuel Asset Management. Voilà, je vais laisser la parole à Charlotte. Une petite précision technique, sachez qu'à la fin de ce webinaire, nous allons faire une session questions-réponses. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et Charlotte se fera un plaisir d'y répondre. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon webinaire. Alors, bonjour à tous et merci d'être là donc, pour ce point sur cette classe d'actifs que vous commencez à bien connaître. Comme vous l'a indiqué donc, Valentin, on va faire le point d'abord sur l'or. Faut-il rester positionné après la bonne performance donc, de ce début d'année? Et les sociétés aurifères, on se pose bien la question de savoir aujourd'hui si elles sont rentrées dans un nouveau modèle. Et nous, on pense que oui. Et évidemment, on fera un point sur votre fonds, donc CMCIC Global Gold, son positionnement et les derniers arbitrages. Alors, pour commencer, tout d'abord, comme sur le précédent webinaire, donc, de voir comment cette classe d'actifs a évolué au moment des grandes crises. Alors vous voyez donc ce qui s'est passé sur la crise financière donc, de 2001-2002 et après, et la grande crise financière de 2008-2009 et après. Et donc vous voyez que lors de ces deux crises, le secteur aurifère a surperformé donc, les autres classes d'actifs, et notamment les actions mondiales représentées ici par les courbes grises qui sont le MSCI World. Donc ce que l'on peut voir, c'est ça. Donc, où on en est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc on reprend les mêmes couleurs, voyez, donc avec en bleu foncé donc l'or, la performance de l'or, en bleu ciel et rouge la performance des sociétés aurifères représentées par donc l'indice et le fonds CMCIC Global Gold, et toujours en gris donc le MSCI World, donc qui représente les sociétés, les actions mondiales en général. Eh bien vous voyez que les trends ou les tendances sont assez similaires entre ce qui s'est passé donc récemment donc après la crise du Covid, et puis la tendance, donc là, attention à l'échelle de temps, et c'est là ce qui est important, ce qui s'est passé après donc la grande crise financière des années 2008-2009. Donc la première différence quand même que l'on peut constater cette année, c'est que les sociétés aurifères surperforment l'or et les autres classes d'actifs. Donc, ce qui n'était pas le cas, comme vous le voyez donc sur la crise précédente, puisque finalement l'or avait été tiré par les ETF, qui n'existaient pas encore avant 2004, donc sur la crise de 2001. Voilà. Et finalement, donc, les sociétés aurifères avaient contre-performé, enfin, elles avaient surperformé les autres classes d'actifs, les autres actions, mais elles avaient contre-performé l'or. Or, aujourd'hui, eh bien, vous voyez que ce n'est pas le cas. On vous expliquera plus tard le pourquoi. Donc, sur la même tendance, pourquoi? Parce que finalement, aujourd'hui, donc sur ces deux grandes crises, on a les mêmes remèdes. Les mêmes remèdes, c'est les interventions donc, des banques centrales, tous les quantitative easing, la création monétaire, et donc l'implication de ça aussi, c'est les taux d'intérêt réels qui vont rester bas. Donc nous, vous le voyez là, ici, sur ce graphe de gauche, vous voyez donc la tendance donc, de l'or, la courbe de l'or, donc, qui est, vous voyez, parfaitement corrélée finalement à la création monétaire. Donc nous, on a choisi d'utiliser M2 parce qu'en fait, si vous prenez que les bilans des banques centrales, vous n'avez que l'impulsion. Or, nous, on considère que il faut aussi intégrer la création monétaire et les effets multiplicateurs liés à ça. Et donc on voit bien que l'or suit bien donc, toute cette création monétaire donc, qui a suivi donc, les impulsions des banques centrales dans les années au début de 2009. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous on pense que ici on voit les impulsions donc, des grandes banques centrales, mais on pense que donc, cette création monétaire avec ces multiplicateurs va se poursuivre. Et donc ça c'est vraiment très important. Soit dit en passant, il faut savoir que
lors de la crise précédente, l'or avait plus que doublé, alors qu'aujourd'hui, quand il a dépassé même les 2000 $ l'once, l'or avait pris 30%. Donc on est vraiment qu'au début donc, de cette création monétaire et donc de cette tendance. L'autre élément important, c'est les taux d'intérêt réels qui, comme vous le savez, donc, sont un driver fort. Ils vont rester bas durablement. Les banques centrales l'ont clairement annoncé. C'est un driver qui va rester positif. Le troisième élément, donc, ça a été courant de l'été, donc la recorrélation forte donc, du dollar. Alors, vous savez qu'il y a une corrélation négative importante, mais qui n'est pas toujours vérifiée. Et là, au courant de l'été, clairement, cette corrélation est redevenue quasi parfaite, comme vous pouvez le voir, entourée dans ce cercle. Donc ça sera vraiment un élément très important à suivre aujourd'hui. L'autre élément, eh bien, c'est toujours donc, ces ETF or, donc, et les volumes d'ETF or qui ne cessent de progresser. Aujourd'hui, on atteint un stock d'or de plus de 111 millions d'onces, c'est plus d'une année de production, rien que sur les stocks d'ETF or. Donc le prix de l'or, il est vraiment encore tiré par cette demande financière de protection, comme lors de la crise financière précédente, voilà, ici. Mais eh bien, vous voyez que finalement, cette tendance, elle prend le même sens. Voilà. Au cours du troisième trimestre, il y a eu quand même encore 7,7 millions d'onces qui ont été achetées voilà, au travers des ETF or. Voilà. Donc on voit bien que l'ensemble des indicateurs court terme et drivers court terme, qui sont des drivers financiers, sont tous au vert, voilà, avec la baisse des taux d'intérêt, l'évolution du dollar, les tensions économiques, et puis surtout géopolitiques, j'en ai peu parlé, mais elles sont très très présentes, et surtout les politiques monétaires très très accommodantes. Les fondamentaux, donc là, qui sont des drivers plus long terme, alors ils ont été à la peine, clairement impactés par le Covid-19. Vous ne pouviez pas sortir de chez vous, quel que soit le pays où vous étiez dans le monde, vous n'avez pas pu aller acheter vos bijoux. Voilà, la demande industrielle et technologique s'est arrêtée aussi puisque les usines étaient à l'arrêt. Voilà. Mais on sent bien que depuis maintenant un trimestre, des signes de normalisation sont déjà apparus donc, sur ces éléments fondamentaux. L'offre, elle a été stable, elle est même voire en baisse, puisqu'il y a eu des interruptions de production dans un certain nombre de mines, à peu près 10% de la production sur le deuxième trimestre. Mais ça aussi, aujourd'hui, ça tend à se normaliser. Aujourd'hui, quasiment toutes les sociétés et toutes les mines ont réouvertes. Voilà. Alors, les sociétés, est-ce qu'on est rentré dans un nouveau modèle de société ? Eh bien, nous, on pense que oui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, clairement, les bilans sont plus solides. On vous en a déjà parlé. Les sociétés, donc, sont très focus donc, sur leurs coûts opérationnels et ils sont très maîtrisés. On vous en a déjà parlé, vous le verrez sur le graphe suivant. Ceci va donc générer une des cash flows importants. Il faut savoir que cette année, finalement, malgré le trimestre d'interruption de production, eh bien, on va certainement faire des records en termes de génération de cash cette année. Et peut-être l'année prochaine si le prix de l'or se maintient. Effectivement, Charlotte, juste pour relancer ce sujet-là, oui. C'est vrai que ça fait quand même 2 ans et demi que tu nous parles de cette restructuration des sociétés minières aurifères. Là, on rentre vraiment dans une phase où, ça y est, elles sont restructurées, elles vont générer beaucoup plus de cash flow et forcément, elles vont être un peu mieux valorisées. C'est ce que tu nous dis, en fait, ce matin ? Oui, ce matin, c'est ce que je vous confirme. Voilà. Effectivement. Donc, cette discipline d'allocation du capital et le retour à l'actionnaire soutenable, c'est vraiment... Ça a été le leitmotiv donc, au dernier Denver Gold Forum qui a eu lieu mi-septembre. Et vraiment, c'est le discours qui est ressorti des sociétés aujourd'hui, surtout sur les large cap et les medium cap. Du M&A toujours raisonné, et ça, c'est très important. Alors, on va illustrer ceci avec ici, vous le voyez, donc, la courbe. Donc, quand je vous parle de coûts maîtrisés, vous voyez, c'est vraiment une réalité. Vous le voyez sur les bâtonnets bleu foncé. Voilà. Et on voit bien que depuis 2015,
même 2014, ils se sont stabilisés. Il n'y a pas d'inflation sur les coûts, il n'y a plus d'inflation sur les coûts aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'au deuxième trimestre, il y a eu un peu d'inflation liée à Covid, mais on pense que c'est vraiment transitoire. Voilà. Ce que vous voyez également donc, sur ce graphe, c'est qu'il n'y a pas non plus d'extension majeure des CAPEX et d'exploration et de développement. Donc ça veut dire qu'on n'est pas rentré, donc, malgré la hausse de l'or, on n'est pas rentré dans une espèce de frénésie de CAPEX. Les seules choses qui augmentent finalement, ce sont les taxes et les royautés. Donc ça, c'est normal puisque ça évolue en fonction donc, du niveau de l'or. Donc ça veut dire maîtrise des coûts, ça veut dire marge élevée, ça veut dire génération de cash flow important, voire même record peut-être cette année. Donc ça, c'est vraiment très très important. Une autre illustration finalement de ce phénomène, c'est ici vous voyez la courbe des coûts donc, des sociétés du portefeuille de CMCIC au Global Gold. Et vous voyez que finalement, en millions, on est autour de 800 $ l'once, donc de coûts de production, ce qui nous laisse une marge de manœuvre par rapport au prix de l'or, aujourd'hui 1900 $, qui est très très importante. Et aujourd'hui, les sociétés, elles font très très attention à ça parce qu'elles veulent que leur business model soit pérenne, quel que soit le moment où on est dans le cycle du prix de l'or. Voilà. Et donc nous, on pense aujourd'hui qu'on est quand même plutôt en phase d'extension de marge que de rétrécissement. Alors pourquoi on est aussi confiant sur cette extension de marge, et au moins ce maintien? C'est parce que vous le voyez, ici vous avez la tendance, donc sur ce graphique, vous avez la tendance des investissements de l'industrie, donc de notre univers. Vous voyez qu'il n'y a pas de frénésie, il n'y a pas d'accélération de CAPEX. Au contraire, il y a même de la modération. Et donc ça, c'est très important, puisqu'aujourd'hui les managers, ce qu'ils cherchent, c'est la qualité des onces et pas faire de la croissance à tout va. Donc ça, c'est vraiment très très important. Voilà. Et aujourd'hui, donc finalement, où va-t-on retrouver normalement ce cash généré s'il n'est pas réinvesti ou surinvesti dans du M&A à hors de prix, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, on va le retrouver dans le retour à l'actionnaire. Voilà, ça c'est vraiment, comme vous le voyez, effectivement Valentin, comme tu le disais, c'est pas récent ce changement un petit peu de paradigme, puisqu'on voit que la croissance donc, des dividendes, elle a commencé finalement à partir de 2017-2018. Donc voilà. Donc ça c'est le changement important, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment aujourd'hui une corrélation et des intérêts à la fois des investisseurs et aussi des entreprises. Voilà. Et aujourd'hui, ce que les investisseurs et les entreprises souhaitent, c'est pas simplement un dividende exceptionnel une fois de temps en temps quand on a une très bonne année ou quand le prix de l'or est élevé. Non, c'est que le dividende doit être soutenable. Voilà. Quel que soit le cycle. Voilà. C'est un peu un gage de la bonne allocation du capital et d'une bonne gestion de l'entreprise. Voilà. Alors nous, on pense que ceci, évidemment, n'est pas encore complètement intégré dans les cours, puisque vous voyez ici donc, des graphiques de prix sur net asset value. Et nous, on pense qu'on peut retourner globalement autour de 1,5 fois la net asset value pour l'ensemble du secteur. Et vous voyez qu'ici, on a encore un petit peu de marge. Alors, les implications maintenant pour notre fonds. Là, vous avez donc la répartition classique. Vous voyez notre confiance quand même dans l'industrie, puisqu'on est quasiment totalement investi et quasiment sur l'ensemble des métaux précieux, avec 96% donc, du portefeuille. Moi, Charlotte, il y a quelque chose qui m'interpelle. Oui. Là, sur cette slide-là, c'est 47 valeurs en portefeuille, en fait. J'ai envie de dire seulement 47 valeurs. Tu fais vraiment une sélection, un stock picking sur les valeurs que tu choisis de rentrer en portefeuille. Oui, évidemment. On cherche évidemment à sélectionner donc, les meilleures dans l'industrie, celles qui vont soit nous offrir donc, de la stabilité et du dividende aussi. Donc ça, c'est surtout sur des large cap, mais aussi celles où on va aller chercher de la croissance, les sociétés en développement ou les sociétés même d'exploration dans lesquelles on cherche à investir aujourd'hui. Donc portefeuille très concentré, j'ai envie de dire.
Oui, ça reste un portefeuille qui reste effectivement très concentré, même si aujourd'hui, sur les développeurs notamment, ou sur des explorateurs, on est obligé quand même de mettre des petites lignes parce que les risques restent très importants, donc on multiplie un petit peu parfois les lignes, mais ça reste un portefeuille qui est très très concentré, effectivement. Alors, sur les grandes catégories donc, de sociétés, finalement, peu de changements. Ce que l'on a fait aujourd'hui, plus récemment, c'est qu'on réduit un petit peu les sociétés major. Vous le verrez aussi dans notre top 10. C'est notamment des sociétés comme Barrick Gold et Newmont, qui restent certes des poids relativement importants, plus de 5%, mais on a pris un petit peu de profit puisqu'on pense que pour ces sociétés-là, en tout cas à court terme, le plus gros de la valorisation a été faite. On préfère aujourd'hui privilégier donc les sociétés de taille moyenne, intermédiaire ou les sociétés juniors, puisque c'est ici où vous allez avoir aussi de la création de valeur ou du M&A. D'ailleurs, ce matin même, donc 2 sociétés australiennes, dont une on avait en portefeuille, donc se rapprochent, donc fusionnent. Donc c'est Saracens Mineral et Northern Star. Donc pour créer aujourd'hui donc un autre major australien, voilà. Et là, une nouvelle fois, une fusion, un rapprochement entre sociétés, mais modéré. Il n'y a pas de prime vraiment sur les valorisations, et donc on voit bien que ça c'est vraiment important. Sur les développeurs, donc effectivement, donc 4 sociétés. Alors pourquoi? Parce que finalement une société s'est fait racheter et donc on est toujours dans la recherche donc, de nouveaux développeurs. Dans les sociétés argentifères, peu de changements. Des sociétés de royalties, donc là vous allez voir qu'on a réduit en fait notre pondération donc, sur les sociétés de royalties parce que aujourd'hui elles sont dans une situation qui est moins favorable en fait. Pourquoi? Parce que elles ont moins de développement ou moins de nouveaux projets à financer et donc elles ne peuvent pas forcément accroître leur portefeuille de royauté ou de streaming. Donc voilà pourquoi, parce que finalement les développeurs ou les sociétés d'exploration, elles trouvent un petit peu de financement aujourd'hui sur le marché et donc elles ont moins besoin donc, de ces sociétés-là. Alors ça ne veut pas dire que le business model, vous savez que je suis très attachée à ce segment, mais ça ne veut pas dire que c'est fini, ça veut dire qu'ils vont encaisser donc, les profits grâce à la hausse de l'or et ils pourront refinancer donc, d'autres projets plus tard. Donc sur ces sociétés-là, on peut même s'attendre à une croissance aussi donc, du dividende avec le cash qu'ils vont générer. C'est pour ça qu'on en garde quand même une pondération assez importante. Vous le voyez ici par exemple dans notre top 10, Wheaton Precious reste importante. Et par contre, Franco-Nevada, on a fortement réduit notre pondération parce que Franco-Nevada est allé chercher une royauté dans le segment du pétrole et aujourd'hui on trouve que ça la pénalise pas mal. Alors quelques arbitrages donc récents, donc Kinross et New Gold, pourquoi? Parce que Kinross, elle a développé, aujourd'hui elle vient d'informer un petit peu donc, le marché sur sa stratégie future. Elle va verser donc son premier dividende donc, depuis 2013, donc ça c'est quand même un gros changement. Elle donne de la visibilité puisqu'elle donne des guidance jusqu'à 2023. Ça c'est aussi un élément important puisqu'aujourd'hui toutes les large caps donnent beaucoup plus de visibilité sur leur production à 3 ans ou à 5 ans. Et donc Kinross donne de la visibilité donc, sur sa production et ses coûts à 3 ans. Donc nous, on pense que ce n'était pas suffisamment valorisé, donc on est revenu sur cette société. Pourquoi New Gold? Parce que New Gold, elle a vendu un de ses actifs, c'est-à-dire qu'elle fait vraiment de l'allocation d'actifs pour se focaliser donc, sur Rainy River, qui est une de ses mines en développement. Et elle a vendu Blackwater, un autre actif tout à fait intéressant, à Orla Mining. Donc, alors, vous allez me dire, mais on a vendu un petit peu, effectivement, non, elle a vendu, pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur, elle a vendu son actif à Artemis que nous avons acheté. Voilà, puisque Blackwater, c'est un actif tout à fait intéressant.
J'en viens donc à Orla. Alors Orla Mining, c'est une société en développement. Pourquoi on a allégé cette société de pondération dans le portefeuille? Eh bien parce que la société a pris 400%. Et il y a un moment, effectivement, alors pourquoi? Parce que il y a eu des résultats de forage intéressants, elle a sorti son étude de faisabilité, donc il y a eu beaucoup de travail qui a été fait et donc la société a été revalorisée par le marché. Ceci dit, donc, comme c'est une société en développement, elle ne produit pas. Donc nous, on ne veut pas en avoir non plus une pondération trop importante dans notre portefeuille, parce qu'il y a toujours des risques, et donc on a pris nos profits, et ces profits ont été utilisés pour aller par exemple dans Artemis Gold. Les sociétés de royauté, nous en avons parlé. Voilà. Donc pour terminer, pour conclure... Ouais. Qu'est-ce que retient en fait, là, je me mets un peu à la place du CGP qui nous écoute et qui nous regarde, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors ce qu'il faut retenir finalement, c'est que l'or, selon nous, reste sur une tendance qui est positive. Hein, voilà. Les sociétés productrices d'or, elles, sont rentrées vraiment dans un nouveau cycle. Hein, voilà. On pense qu'il va y avoir de l'expansion des marges. Il y a un potentiel de valorisation qui doit se poursuivre. Et puis, donc on pense que, comme vous connaissez bien CMCIC Global Gold, donc il y a des sociétés de qualité en portefeuille et les risques sont maîtrisés, eh bien ça reste aussi un vecteur d'investissement pour se positionner ou se repositionner sur cette classe d'actifs si vous le souhaitez. Bon, super. C'est vrai que le temps passe et on t'écoute religieusement. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je ne sais pas si on a des questions. Moi j'ai trouvé ça assez clair. Donc, des drivers qui restent plutôt positifs. Des sociétés minières qui se sont restructurées et qui engendrent un peu plus de cash flow et pas mal d'arbitrage du côté de CMCIC Global Gold. Donc voilà, un portefeuille qui reste de qualité. Est-ce qu'on a des questions? Alors on n'a pas de questions. C'est le moment de clôturer ce webinaire. Je remercie encore une fois Charlotte, gérante du fonds Crédit Mutuel, CMCIC Global Gold, chez Crédit Mutuel Asset Management, et je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Donc à mon tour également de vous remercier et de remercier Valentin et Crédit Mutuel Investment Manager donc, pour ce webinaire. Voilà. Au revoir. Merci et bonne journée.